Quand le monde était convaincu que le Burkina Faso n'avait plus rien à opposer au chaos, un décret de 12 lignes a tout renversé. En quelques semaines, des prisons que l'on croyait figées à jamais se sont vidées, des casernes se sont remplies et 15 600 hommes ont troqué le numéro de détenu pour un uniforme. Que signifie vraiment ce pari où Ibrahim Traoré transforme la faute en service et la honte en force collective pour tout un pays? Au Sahel, sous un ciel saturé de drones et de dettes, une autre définition de la justice vient de naître. Ce récit ne promet pas une fable de rédemption individuelle, mais la dissection froide d'une expérience nationale où la punition cesse d'être un simple instrument de peur. Au Burkina Faso, la décision d'arracher 15 600 détenus à leurs cellules pour les placer en première ligne fait peser un enjeu brutal. Soit la sécurité, l'économie et la dignité se renforcent ensemble, soit tout le système s'effondre comme un château de sable. Si le programme réussit, le pays gagne une armée de travailleurs soldats, des villages reconquis, des routes rouvertes et des champs de nouveau cultivés, là où l'on ne comptait hier que les morts et les dettes. S'il échoue, il offrira à ceux qui le combattent dans la preuve qu'une justice fondée sur le service n'était qu'une illusion dangereuse, prête à se retourner contre ceux qu'elle prétend sauver. Ce qui est en jeu ici dépasse un simple chef d'État. C'est le droit pour une nation pauvre de redéfinir elle-même ce qu'est une faute, une peine et une seconde chance. La première révélation tombe en chiffres bruts. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a reconquis 92% de son territoire, autrefois tombé aux mains de groupes armés. Ce pourcentage ne décrit pas une carte, mais un basculement, celui où le chaos cesse d'être la norme pour redevenir une anomalie contenue. Cette avancée militaire replace immédiatement la réforme des prisons dans un continuum plus vaste. Ce n'est pas une mesure isolée, ni un coup politique improvisé. C'est le dernier maillon d'une stratégie qui relie sécurité, économie et dignité sans passer par les circuits diplomatiques classiques. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté ne naît pas de traités, mais de gestes unilatéraux assumés. Vider les cellules, ouvrir les portes, distribuer les uniformes, exiger des serments. Le Sahel, longtemps présenté par les puissances étrangères comme une zone d'instabilité, apparaît ici comme un espace que ses propres habitants redéfinissent. La France promettait l'ordre, les États-Unis la paix par les drones, mais les villages n'avaient récolté que des cimetières et des dettes. Quand ces armées se sont retirées, elles ont laissé un vide, la peur. C'est dans ce vide que Traoré a imposé une nouvelle équation politique. Si l'État veut survivre, il doit faire de ses exclus des acteurs, non des fardeaux. À Ouagadougou, comme dans les hameaux du Nord, les récits se multiplient. Un fils autrefois arrêté pour une rixe dirige désormais la patrouille qui protège le marché où il avait fauté. Des mères murmurent que leurs enfants paient leurs dettes par la sueur, pas par les chaînes. L'effet immédiat ne se mesure pas sur le champ de bataille, mais dans le cœur des communautés, où la peur laisse place à une confiance prudente. Les ONG dénoncent une militarisation du désespoir. Mais pour les familles qui ont perdu un fils ou une maison, un désespoir discipliné semble préférable à un espoir vide. Cette tension entre indignation internationale et adhésion locale définit la véritable mise en scène du pouvoir actuel. Pour comprendre comment cette transformation s'incarne au quotidien, il faut revenir aux premiers jours où les directeurs de prison ont reçu l'ordre de dresser la liste des détenus condamnés pour survie. Vol de riz, bagarre, misère ordinaire, tout ce qui traduit non pas une dangerosité structurelle, mais une pauvreté devenue crime. 15 600 noms alignés comme un inventaire de vies brisées, puis est immédiatement replacé dans l'appareil d'État. Un lundi matin, un décret de 12 lignes plonge le pays dans une nouvelle temporalité. Les portes vagues s'ouvrent, les uniformes sont distribués,
et ceux qui sortent ne sont pas pardonnés, ils sont requisitionnés. Au centre d'entraînement de Pau, des milliers d'hommes se tiennent au garde-à-vous sous le soleil, un écusson noir comme mémoire du passé cousu sur la poitrine. Les instructeurs, vétérans des guerres asymétriques, martèlent la même phrase. Plus de prisonniers, désormais des soldats. Les premiers effets visibles apparaissent dans les villages les plus vulnérables. À Dori, une famille raconte comment ceux qu'elle craignait autrefois viennent désormais aider à réparer les canaux et protéger les récoltes. À Ouagadougou, des commerçants reconnaissent dans les patrouilles des villages qu'ils avaient vus derrière les barreaux et affirment que la discipline vaut mieux que la déchéance. Dans ces scènes minuscules, une idée s'installe. La justice cesse d'être un lieu lointain pour devenir une présence quotidienne, mouvante, parfois rude mais compréhensible. C'est ce déplacement qui crée un attachement nouveau, fragile mais réel entre l'État et les communautés. Avant le décret, le pays oscillait entre attaques imprévisibles, territoires perdus et une justice perçue comme une machine paralysée. Après le décret, tout s'accélère. Les prisons se vident, les casernes se remplissent, et une chronologie nouvelle balaie l'ancienne. La séquence commence un lundi matin. Ibrahim Traoré signe un texte bref, 12 lignes seulement, mais chargé d'un poids politique inédit. Dans la même journée, les directeurs d'établissement reçoivent l'instruction d'extraire les condamnés pour survie. Vol de riz, bagarre de marché, misère en boucle. 15 600 noms. La machine administrative ne discute pas. Elle exécute. Les portes s'ouvrent, les uniformes sont distribués. Les hommes avancent, non pas libérés, mais mobilisés. 3 jours plus tard, c'est l'apogée visuel. Au centre d'entraînement de Pau, des milliers d'hommes alignés, écussons noirs cousus sur la poitrine, incarnent la rupture. Les instructeurs hurlent, corrigent, forment, martèlent la même ligne. Plus de prisonniers, désormais des soldats. Chaque matin, 10 kilomètres de course, chaque soir, des leçons d'histoire, de philosophie, de souveraineté. Traoré nomme cela le front de l'esprit. En 6 semaines, les anciens détenus deviennent unité tactique. Les premières ripostes sociales suivent. Ceux qui craignaient autrefois et les criminels apportent désormais repas et vêtements aux casernes. Les villages demandent moins des peines que des outils pour reconstruire. Les familles prient non pour la libération, mais pour la discipline. À Paris et Washington, les analystes parlent de réalisme révolutionnaire, tentant d'expliquer comment une nation pauvre transforme la punition en productivité. Puis survient la première vague de résultats mesurables. Les attaques terroristes chutent de 37%. Sur l'axe de Kayadori, le nombre d'embuscades passe de 27 à 17 en un trimestre. Variation modeste mais symbole puissant. La sécurité locale se reconstruit sans assistance étrangère. La production agricole du Nord bondit de 21%, conséquence directe de la pacification des zones rurales. Plus de 600 hectares sont remis en culture. Les retombées budgétaires suivent. Le taux de récidive tombe à zéro. Des ONG s'interrogent sur une illusion statistique, mais si les chiffres tiennent, le pays s'économise des millions. 4 prisons ferment. 8% du budget militaire est réalloué aux infrastructures. Les partisans d'Ibrahim Traoré parlent d'une justice qui ne détruit plus mais qui régénère. Pendant ce temps, un récit parallèle se déploie dans les communautés. Nous semons dans la terre et dans la confiance, murmure un paysan du Nord. Dans les marchés rouverts, les anciens prisonniers patrouillent sans armes lourdes, mais avec un capital moral inattendu. Ils connaissent les sentiers, les peurs, les ruines. Un commandant explique: un homme qui a tout perdu ne combat pas pour l'ordre, il combat pour renaître. Ce fil d'événements, d'activation, apogée, répercussion, dessine le cœur du programme. Rien n'est théorique. Tout est empirique, mesurable, brutal, parfois, mais cohérent. La rupture voulue par Traoré n'est pas une posture.
C'est un protocole d'urgence transformé en doctrine. Et désormais, une question sous-jacente persiste. Que se passe-t-il quand une nation décide que la survie précède la morale importée? La ligne de base était sombre. Attaques en série, villages abandonnés, terres en friche. Le delta observé après la mise en œuvre du programme révèle une transformation mesurable, brutale dans son amplitude et surtout impossible à ignorer. Ce pourcentage ne tombe pas du ciel. Il résulte d'un changement d'acteurs sur le terrain. Les anciens détenus connaissent les sentiers, les caches, la géographie de la peur. Leur présence modifie immédiatement la dynamique locale. Cette chute s'incarne aussi dans un indicateur plus fin. Sur l'axe Kayadori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre. Une hausse qui reflète plus qu'un simple succès économique. Elle signale le retour de la confiance dans les zones rurales, là où les récoltes avaient cessé à cause des incursions armées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, un chiffre qui illustre un changement systémique. Avant, les terres étaient abandonnées. Après, elles redeviennent productives, protégées par des unités formées en 6 semaines à peine. Les villages demandent désormais non plus des soldats, mais des outils agricoles, signe d'une normalité renaissante. Ce chiffre choque, séduit, interroge. Les ONG parlent d'illusion statistique, rappelant que l'absence de récidive peut refléter un contrôle strict plutôt qu'une réhabilitation profonde. Le gouvernement répond par les faits. 4 prisons fermées, 8% du budget militaire réalloué vers les infrastructures, plusieurs millions économisés. Ces trois, ces trois indicateurs structurent le discours officiel d'Ibrahim Traoré. Chaque prisonnier rééduqué devient un soldat. Chaque soldat digne renforce la nation. Cette équation morale, répétée dans les réunions restreintes, sert de socle au programme. La baisse des attaques crée la stabilité. La stabilité permet l'agriculture. L'agriculture renforce l'économie. Un système qui fonctionne allège les prisons. Des prisons allégées libèrent du budget. Un budget libéré finance l'infrastructure. L'infrastructure consolide la souveraineté. Rien n'est théorique. Chaque chiffre renvoie à une conséquence concrète. Chaque amélioration renforce la suivante. C'est cette logique cumulative qui transforme une expérience risquée en modèle émergent. Et derrière cette mécanique, une certitude s'impose. Quand les données convergent, le récit change de nature. Le programme suscite une fracture nette entre deux visions, chacune portée par des arguments solides qu'il faut d'abord reconnaître sans un détour. Le premier camp, celui des détracteurs, avance que militariser 15 600 anciens détenus revient à confier la sécurité nationale à ceux qui ont enfreint la loi. Selon eux, aucune réforme, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut effacer la réalité initiale. Un homme incarcéré reste un risque potentiel. Les rapports des chancelleries occidentales redoutent une dérive alarmée, un jour où la loyauté ferait défaut ou où la discipline se fissurerait. Ils rappellent qu'une force née des prisons ne peut être neutre et qu'un État pauvre ne peut se permettre une erreur stratégique de cette magnitude. Face à cette critique structurée, le camp opposé, celui des défenseurs du programme, avance une logique tout aussi articulée. Dans un pays assiégé par les groupes armés, affirme-t-il, la perfection n'est pas un luxe disponible. Un État pauvre ne peut emprisonner sa propre main-d'œuvre quand il manque de bras pour défendre ses frontières. Ils ajoutent qu'un homme qui a chuté se bat 2 fois plus fort pour prouver qu'il peut se relever, surtout lorsqu'il retrouve un rôle utile aux yeux de sa communauté. Les chiffres en donnent partiellement raison à cette approche. Aucun cas de désertion, aucun acte de trahison, baisse de 37% des attaques, progression agricole de 21%, récidive nulle. La force
Du Stillman vient ici de la reconnaissance d'une vérité double. Oui, le risque existe, mais oui, l'efficacité se mesure déjà. Le choix posé par Ibrahim Traoré n'efface ni les dangers ni les réussites. Il transforme l'ensemble en dilemme moral et stratégique où la faiblesse initiale devient, paradoxalement, un levier opérationnel. Ce que montrent les faits, c'est qu'un système fondé sur le service peut fonctionner tant que la discipline reste plus forte que les blessures du passé. Tout bascule dans le silence. C'est à ce moment précis que le programme cesse d'être seulement une réforme interne et devient un message adressé à ceux qui observent le Sahel depuis l'ombre. Les rapports militaires évoquent dans des mouvements étranges, drones non identifiés, fréquences brouillées, vols partant d'anciennes bases étrangères. Aucune réponse officielle, mais une certitude. Quelqu'un teste la solidité de cette expérience jugée trop autonome pour rester ignorée. Ibrahim Traoré ne réagit pas par la colère. Il redéploie les unités dans les zones récemment stabilisées, non pour attaquer, mais pour tenir la ligne. Ce repositionnement marque une inversion du rapport de force. La guerre n'oppose plus un État fragile à des groupes armés dispersés, mais une souveraineté affirmée à ceux qui redoutent une Afrique capable de se définir seule. Le midpoint n'est donc pas une révélation narrative, c'est un changement stratégique. Ce qui se joue ici dépasse le programme des détenus soldats. C'est la première fois qu'une nation pauvre assume de répondre à l'ingérence non par la plainte, mais par la préparation. Les effets du programme se lisent désormais dans le quotidien du pays, bien au-delà des casernes et des rapports militaires. La première sphère touchée est la société civile, NN. Dans les villages du Nord, les habitants décrivent un sentiment inédit. La peur recule. Les marchés rouvrent, les écoles reprennent leurs activités et les cérémonies du drapeau accueillent désormais les nouvelles unités, y compris les anciens détenus. Les sociologues y voient une justice visible, une réinsertion qui se manifeste non par des discours, mais par des gestes quotidiens. Surveiller un chemin, protéger une moisson, aider à reconstruire une maison abandonnée. Pour les familles, la présence de ces soldats réhabilités n'évoque plus la honte, mais une forme de dignité retrouvée. Trois trajectoires se dessinent désormais pour les mois à venir. Chacune plausible, chacune dépendante d'un fil ténu, la discipline collective. Scénario de base, le plus probable. Si la stabilité actuelle se maintient, le Burkina Faso consolidera l'ensemble de sa chaîne de production intérieure. Les unités issues du programme seront progressivement intégrées à l'armée régulière, transformant l'expérience en structure pérenne. Les incursions frontalières continueront de diminuer, la production agricole poursuivra sa progression et le budget militaire baissera d'environ 15% sans perte d'efficacité. Ce scénario ferait du pays un précédent africain discret mais puissant. La réforme cesserait d'être un pari, elle deviendrait un standard local. Scénario optimiste, effet d'entraînement régional. Dans cette version, la synergie entre civils et soldats reste forte, et les résultats obtenus inspirent une coopération approfondie avec le Mali et le Niger. Le Burkina Faso se transforme alors en centre de formation régionale. Les anciens détenus encadrent de nouvelles troupes venues des pays voisins, créant une doctrine sahélienne commune. Sahel sans tutelle, discipline sans humiliation, souveraineté sans façade. Un modèle qui remplacerait progressivement l'influence française par des partenariats avec la Russie, la Turquie ou certains États asiatiques. Ce scénario ferait de l'expérience burkinabé un pivot géopolitique. Scénario pessimiste, rupture interne. Si la discipline faiblit, ou si une mutinerie éclate dans les rangs, l'ensemble du dispositif s'effondrera. Les médias étrangers présenteraient immédiatement le programme comme un échec idéologique, et les sanctions reviendraient sous le vocabulaire habituel des droits humains. Les voisins se distancieraient.
le pays redescendrait dans le cycle des dettes, des attaques et de la dépendance. C'est le scénario que redoute le plus Ibrahim Traoré, car il annulerait symboliquement sa doctrine. La justice n'est mission que si elle tient debout. Comparer les risques, non les intentions affichées de chaque acteur. Si la justice devient un système, qui garantit qu'elle ne se transforme pas en nouvelle orthodoxie rigide? Dans une nation où les crises se succèdent depuis des années, l'impact le plus profond du programme ne se lit ni dans les statistiques ni dans les rapports militaires, mais dans la manière dont trois groupes sociaux vivent cette transformation au quotidien. Groupe A, la jeunesse urbaine. À Ouagadougou et Kaya, les vidéos d'entraînement diffusées sur les réseaux deviennent virales, transformant la fatigue en symbole collectif. Les jeunes y voient moins une glorification militaire qu'une preuve que la seconde chance existe. S'ils peuvent recommencer à zéro, nous aussi, écrit un étudiant. Pour cette génération habituée à la précarité, le programme ouvre une brèche psychologique, celle d'un avenir réparable. Groupe B, les familles rurales. Dans les villages où la peur régissait les nuits, la présence des unités nouvellement formées change le rapport au quotidien. Des mères qui attendaient jadis derrière les barreaux attendent désormais aux parades. La honte se mue en reconnaissance, le deuil en espoir. Les collectes de nourriture et d'uniformes se multiplient spontanément, signe qu'une communauté blessée peut redevenir une communauté active. Groupe C, les observateurs régionaux. Des journalistes venus du Mali, du Niger ou du Ghana assistent en silence aux cérémonies. Ils comprennent que ce qui se joue ici dépasse la sécurité. C'est un langage culturel, un code identitaire en construction. Ibrahim Traoré n'y apparaît ni comme un chef autoritaire ni comme un héros romantique, mais comme l'initiateur d'une méthode où la discipline sert de réconciliation sociale plutôt que d'instrument de domination. Pour ces trois groupes, l'effet lestait commun: la possibilité, enfin, de voir un pays pauvre redevenir maître de sa narration collective. Pour que l'expérience ne reste pas une parenthèse mais devienne un système durable, une feuille de route en 4 étapes se dessine déjà. Elle répond directement à la question ouverte au P10. Si la justice devient un système, qui garantit qu'elle ne se transforme pas en orthodoxie rigide? La réponse se trouve dans la manière dont chaque étape inclut contrôle, mesure et responsabilité distribuée. Première étape: unifier la formation, défense plus justice. Les centres d'entraînement passent sous double tutelle, ce qui évite les dérives militantes ou les improvisations locales. Mesures, critères standardisés, évaluation trimestrielle, audits externes limités mais systématiques. Deuxième étape: intégrer l'éducation civique dans l'État. Les écoles, universités et administrations adoptent un programme inspiré du dispositif. La dignité n'est plus un slogan moral mais un enseignement structuré. Mesures, taux de participation, progression des cohortes, retour direct des enseignants. Troisième étape: mutualiser la sécurité avec le Mali et le Niger. Le Sahel cesse d'être un tampon. Il devient un couloir d'autonomie régionale. Cette coopération réduit les vulnérabilités frontalières et partage la charge logistique. Mesures, missions conjointes, zones stabilisées, incidents frontaliers enregistrés. Quatrième étape: imposer des indicateurs vérifiables. Taux de récidive, village reconstruit, économie réalisée, implication communautaire. Rien n'existe s'il ne peut être compté. C'est la ligne directrice posée par Ibrahim Traoré, qui refuse toute réforme non mesurable. Mesure, tableau comparatif semestriel, publication publique abrégée, contrôles internes croisés.
Cette feuille de route transforme l'expérience en doctrine et la doctrine en méthode reproductible. Dans le centre d'entraînement de Pau, là où tout avait commencé, les écussons noirs cousus sur la poitrine rappelaient autrefois la chute. Aujourd'hui, ce même symbole sert de repère à ceux qui ont réappris à se tenir droit. Les villages se souviennent encore du moment où les premiers groupes sont revenus, non pas en suppliants, mais en hommes décidés à reconstruire ce qu'ils avaient contribué à briser. Lors du premier défilé officiel, les spectateurs ont vu marcher ces unités silencieuses, alignées au milieu des drapeaux, sans triomphalisme ni mise en scène. Ibrahim Traoré, contrairement aux habitudes régionales, ne trônait pas sur une tribune. Il marchait à leur côté, main posée sur chaque épaule, comme pour rappeler que cette histoire n'appartient pas à un homme, mais à un peuple entier. Dans la foule, un enfant demanda: Maman, ce sont des criminels. Et la mère répondit doucement: Non, ce sont des hommes qui ont réappris la dignité. Cette phrase, répétée de marché en marché, devient d'un fil rouge qui traverse le pays, un rappel que la justice n'est pas seulement un verdict, mais une trajectoire. La question du modèle de justice en Afrique est plus pertinente que jamais. Si un petit pays comme le Burkina Faso peut réinventer son système judiciaire, pourquoi les autres nations du continent ne pourraient-elles pas faire de même? Ibrahim Traoré a prouvé qu'un changement radical peut commencer par un geste de réconciliation, non par la vengeance. Son programme a apporté des résultats tangibles: moins de violence, plus de sécurité et une véritable renaissance dans les communautés touchées par le conflit. Maintenant, il est, il est temps pour vous de réfléchir à l'impact de ces transformations. Que pouvez-vous faire en tant qu'individu ou en tant que citoyen pour soutenir un tel changement dans votre propre contexte? Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches et peut-être même avec vos leaders locaux. Parce qu'au fond, la véritable question n'est pas si ce modèle peut fonctionner ailleurs, mais plutôt si vous êtes prêt à croire qu'un changement positif est à portée de main. Ne laissez pas la peur du changement vous paralyser. Le changement commence avec chacun de nous. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que cette approche pourrait fonctionner dans d'autres régions?